Christophe, pourquoi tu as quitté Vision 4? Bon, j'ai quitté Vision 4 en 2023. Ouais. Dans des circonstances assez particulières parce que... On t'a chassé ou tu es parti? Non. Mon meilleur ami, vous me posez la question, vous me Oui, laissez répondre. je vous laisse développer. Non, on ne m'a pas chassé de Vision 4. Je dois dire qu'à l'époque où je quitte Vision 4, je suis à l'apogée à l'intérieur de l'entreprise. J'aspirais même à d'autres responsabilités. Parce qu'à cette période-là, il y avait Bruno Bidjan et moi qui étions des vedettes de la télévision. Donc, au moment où j'ai décidé de partir, c'est parce que mon collègue et ami Bruno avait eu quelques soucis avec la justice. Et donc, en cette période-là, j'estimais que l'attitude de la maison ne m'avait pas rassuré. Parce que lorsqu'un ami comme celui-là se retrouve en difficulté, la première chose qu'on attend, c'est qu'on te soutienne en interne. Oui, même si à l'extérieur, les gens tirent sur toi, comme on dit. Et ça, je ne l'avais pas vécu ainsi. Je me suis dit, comme pour ceux qui lisent la Bible, le Christ avait dit, si on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec? Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que chacun doit reconnaître sa place. En ce moment-là, Vision 4, Bruno était un cran au-dessus. Ouais. C'est vrai que je n'étais pas très loin, mais je me disais, si on traite le directeur général des médias ainsi, si ça avait été moi... c'est le grand reporter. Et puis voilà. Et comme je suis quelqu'un qui sait voir le mal de loin, je me suis dit, il vaut mieux quitter les choses avant qu'elles ne te quittent. Donc j'ai pris cette décision-là à l'issue de la CAN ivoirienne. Donc je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment de partir. Et je suis parti. Je sais qu'on a raconté partout qu'on m'a chassé et tout, mais c'est ça la vérité. Tous ceux qui étaient là-bas à cette époque et qui y sont toujours savent que c'est ce qui s'est passé. En outre, tu quittes Vision 4 par loyauté envers ton ami. Oui, par solidarité envers lui parce que j'estimais que le traitement qu'il a fait, il n'avait pas reçu le soutien qu'il aurait dû mériter en tant que responsable. Donc c'est ça qui m'a un peu irrité. Je me suis dit, bon, attends, on est une famille. Si l'un de nous se retrouve en difficulté, on se doit de le soutenir. Même si dehors, les gens disent qu'il s'est mal comporté, c'est vrai. Il avait fait une erreur, comme nous en faisons tous. Mais pour autant, je pensais que les premières personnes sur qui il aurait pu compter, ça va être nous, avec lesquels il travaillait tous les jours. Donc, moi, j'ai vécu ça ainsi. Je peux me tromper sur l'analyse, mais je l'ai vécu ainsi. C'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Au moment où j'étais là, j'ai pensé que non, si je cautionne ça aujourd'hui, demain, ça pète mon tout. Et puis, je n'apprécierais pas que je sois dans une boîte où je me donne à fond. Et puis, si je me retrouve en difficulté, que les gens ne me soutiennent pas. Mais voilà. Sauf qu'à la sortie de prison, il reprend la tête de l'entreprise. Mais il ne l'avait pas quitté. Il n'avait pas quitté l'entrée de l'entreprise. Il s'est juste retrouvé dans des problèmes qui n'avaient au fond rien à voir avec l'entreprise elle-même. Oui. Donc c'était des problèmes externes. C'est pour ça que je vous dis, quand on a des problèmes externes, c'est généralement comme on dit, si vous bagarrez avec des gens à l'extérieur, vous bagarrez d'abord à l'extérieur. Après, à l'intérieur, vous revenez régler vos problèmes. Oui. Vous ne pouvez pas me trouver, moi qui suis votre frère, en train de me bagarrer avec quelqu'un de l'extérieur. Vous profitez pour encore venir me donner des coups. Donc, c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas. Personnellement, je dis encore que c'est à titre personnel. Oui. Je peux me tromper d'analyse, je peux me tromper parce qu'on m'a dit, voilà, tu étais loin, tu n'étais pas au Cameroun, voilà, tu n'avais pas la mesure de la situation. Mais moi, je l'ai vécu ainsi. Et quand je suis rentré, j'estimais que pour exprimer mon mécontentement par rapport à cela, j'avais préféré démissionner parce que je voulais exprimer mon mécontentement. Mais la victime n'a pas démissionné? Non, la victime n'avait pas démissionné. Ok. C'est moi qui ai analysé la situation. Moi, j'analyse une situation parce que j'estime que on ne peut pas abandonner un de nos frères sur le champ de guerre. Ok. Pour peut-être prendre cette expression, c'est peut-être exagéré, mais c'est moi qui analyse la situation. Ok. La victime, si vous l'appelez ainsi, n'avait pas la même analyse de la situation que moi au moment des faits. Okay. C'est moi qui fais l'analyse et j'estime que, au regard de tout ce qui a entouré cette affaire, il n'avait pas reçu le soutien dont il aurait mérité en ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de regret le fait que tu sois parti de la Division 4? Tu n'as pas de regret? Non. Est-ce que... Si c'était à refaire, tu devais encore démissionner plus? Peut-être j'interrogerais davantage la situation, mais pas de regret. Pas de regret parce que ce que j'ai vécu après, je ne veux pas regretter.
Donc, si j'avais vécu des choses autrement, oui, peut-être il y aurait eu... Mais aujourd'hui, je suis assis devant vous. Croyez-moi, je n'ai pas de regrets. Bien au contraire, je pense qu'il fallait que je parte. Mais quand vous combattez les activistes comme Zumanto, c'est pour la vérité ou c'est parce que vous travaillez pour le parti au pouvoir? Non, je ne travaille pas pour le parti au pouvoir. Je ne travaille pas pour le parti au pouvoir. Je travaille pour le Cameroun. J'estime que vous ne pouvez pas laisser un seul narratif dominer un espace médiatique qui puisse être cybernétique. Lorsque vous avez un seul narratif, ça influence ceux qui n'ont pas le temps d'écouter autre chose. Si en longueur de journée, vous jouez la même musique, votre enfant à la maison va commencer à répéter les paroles de cette musique. C'est pour ça que j'ai estimé que on ne peut pas seulement présenter le mauvais côté du Cameroun. Mais sauf que vous avez cette étiquette-là sur Internet. On se dit que Blériot défend ça va de soi que, ça va de soi que si vous présentez l'autre côté, si quelqu'un vous dit tout va mal et que vous dites tout va bien, il va de soi qu'on vous étiquette directement que vous défendez le régime. Mais je l'ai fait parce que j'estime que, par expérience aussi de ce que j'ai vu ailleurs, j'estime qu'on ne peut pas avoir que du négatif. Moi, j'ai été ailleurs. Est-ce que tout ce que les humains ont fait est négatif? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité? Je pense que peut-être qu'il a voyagé, mais je ne suis pas certain qu'il ait mon expérience, notamment dans les pays africains. Je ne voudrais pas qu'on mesure le Cameroun avec les pays occidentaux. Pourquoi? Ce sont les pays, non? Oui, mais on ne peut pas nous mettre dans la même balance. Nous avons eu un retard en termes de traite négrière, en termes de colonisation. On ne peut pas nous mettre au même niveau que l'Allemagne, au même niveau que la France. Mais faites des ratios avec des pays qui ont peut-être obtenu la même indépendance la même année que nous. Et là, on peut voir qu'est-ce qui est un acquis pour le Cameroun. Sauf qu'à un moment, on faisait des prêts à la Chine. Aujourd'hui, la Chine... Donc, je ne sais pas si on faisait des prêts à la Chine, je ne sais pas, mais je dis que non, l'Empire du Milieu a bénéficié d'un certain nombre ils n'ont pas connu l'esclavage. Bon, toi qui as beaucoup côtoyé les pays africains, le Cameroun est mieux que quelques pays, par exemple? Sur beaucoup de plans. Sur beaucoup de plans. Ce serait péjoratif ou même prétentieux de dire qu'on est mieux que les autres. Parce que j'estime par l'expérience que j'ai, des pays que j'ai côtoyés en Afrique où j'ai vécu, j'estime qu'il y a des choses sur lesquelles le Cameroun est meilleur. J'estime cela. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai été au Togo, j'ai été au Sénégal, j'ai été au Bénin, j'ai été au Congo, les deux Congos, j'ai été au Gabon, j'ai été au Zimbabwe, j'ai été au Rwanda. J'estime qu'il y a beaucoup de choses que le Cameroun a en termes de liberté de la presse, par exemple. Le domaine dans lequel vous êtes. Je vous assure que le Cameroun, peut-être, pour moi, de tous ces pays que j'ai faits, le Cameroun est pour moi en tête en termes de liberté de la presse. Ça, c'est votre domaine? Dans notre domaine. C'est-à-dire que de ce que j'ai vu ailleurs, en termes de liberté de la presse, j'estime que le Cameroun est devant. Parce qu'il n'y a qu'à regarder les débats du dimanche. Ça tape sec pour reprendre le nom de votre émission. Mais moi, j'ai vu ailleurs. Je vous assure que quand vous vous amusez à dire des choses, vous vous retrouvez rapidement au pays d'ici, je savais. Ah oui. Donc, sur ce plan-là, par exemple, pour rester sur le plan de notre travail, notre domaine, le Cameroun est meilleur que beaucoup de pays, a beaucoup d'avancées en ce niveau, au niveau de la liberté de la presse. Mais là, vous ne répondez pas à la question. Oui, laquelle? Est-ce que tout ce que Zumanto fait est mauvais? Non, je n'ai pas dit que tout ce qu'il fait est mauvais. Je pense qu'il devait davantage rester dans son couloir. Quel est son couloir? Les faits divers. Ça, c'est son couloir. Oui, c'est son couloir. Et vous, maintenant, votre couloir, c'est lequel? Non, moi, je suis un journaliste politique. Moi, je connais les questions politiques. J'ai parlé de politique au Cameroun. J'ai interviewé des hommes politiques. J'ai parlé de politique en Côte d'Ivoire. J'en ai parlé au Togo. J'en ai parlé au Sénégal. J'en ai parlé au Gabon. J'ai tous ces... Mais sauf qu'on vous connaît en tant qu'un journaliste des faits divers. Non, reportage, par exemple. Mais j'ai migré. Non, vous savez, quand vous êtes journaliste, vous commencez par quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai dénoncé l'inertie du gouvernement dans mes reportages. J'ai dénoncé un certain nombre de choses. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à l'action politique. Et j'ai commencé à faire du journalisme politique. Par contre, celui que vous citez là, il est dans les faits divers. Il dénonce des choses, tel a kidnappé tel a violé tel. Il est bon dans ça. Il est bon dans ça. Mais vous savez, sur le plan politique, je pense qu'il ne s'en sort pas très bien.
Ok, bon, et revenons sur le projet sur lequel on vous a découvert, qui est le grand reportage. Est-ce qu'il n'y a pas de regret de grand reportage que vous avez eu à réaliser? Bien sûr. Bon, vous savez, je m'étais déjà expliqué en disant que le terme, le concept grand reportage a été créé par Bruno Bidjan. À une époque où Vision 4 avait besoin d'un nouveau souffle. Nous sortions d'une crise. En 2020, nous avons vécu où il y a même eu la fermeture de Vision 4. Justement. Et tous les ténors ou les cadors de cette époque-là étaient partis. Ernest Obama, parfois ici, Jean-Jacques Zé, des grands noms dans le monde du journalisme au Cameroun. Ils étaient partis. Vision 4 avait fermé pendant des mois. L'audience avait drastiquement chuté. Il fallait trouver un nouveau souffle, il fallait un nouveau paradigme pour intéresser les téléspectateurs. Et c'est là où tout le génie de Bruno Bidjan s'est exprimé, parce que c'est lui qui a pensé qu'il nous fallait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quelqu'un qui fait différemment, quelqu'un qui parle différemment pour intéresser l'opinion publique, parce qu'on avait besoin de ça. Et c'est ainsi qu'il découvre que s'il y a quelqu'un qui a un profil dans la maison, à cette époque-là, moi j'étais journaliste à Satit FM, la radio du groupe La Nègre. Okay. Et donc il estime que j'ai un projet, il était rédacteur en chef, j'ai un projet de penser autrement, d'avoir une autre façon de faire le récit des faits de l'actualité. Et lui qui me suivait souvent à la radio, il s'est dit, mais le mec, il a une façon atypique de raconter les faits d'actualité. Il peut faire l'affaire par rapport au projet que j'ai. C'est comme ça qu'il se rapproche de moi. Il me propose le projet, on travaille dessus et on décide donc de mettre sur pied une rubrique au journal de 20h à Vision 4. Maintenant, on a trouvé le nom Grand Reportage parce que à côté, on faisait vraiment dans le label journalistique du terme. Grand Reportage parce qu'on faisait des enquêtes sur des situations. Et à côté aussi, on faisait des billets, des commentaires satiriques qui faisaient en sorte que, bon, si on veut en découdre avec quelqu'un, on s'occupe de lui dans cette tranche du journal. Donc, c'était ça. Donc, à un moment, ça a créé un peu, pour les professionnels des médias, une sorte de confusion. Où les gens se demandaient, mais ça, c'est encore quel registre? Est-ce que ça, c'est encore ça et tout? Donc, c'est un peu ça. En fait, nous, au départ, on voulait faire différemment. C'est parce qu'on a aussi fouillé. Et on s'est rendu compte que la satire journalistique existe. On n'a pas créé. C'est simplement parce que jusque-là, la seule personne qui utilisait la satire journalistique, c'était le Popoli. Mais dans le registre presse écrite. Alors, nous, on a mis en télévision. On a calqué un peu le modèle des guignols de l'info. Et donc, on a commencé à expérimenter. Et puis, on a vu que ça intéressait les gens. Parce que c'est notre façon de rendre les faits d'actualité. Et donc, vous savez, au Cameroun, lorsque vous apportez une innovation, dans quelque domaine que ce soit, les gens sont d'abord réticents. Justement. Et c'est ce qui explique qu'au début, les gens ont été réticents de se poser la question, mais ça c'est quoi, ça vient d'où et tout. Mais il y a des aînés dans la profession qui, eux-mêmes dans les forats, expliquaient aux gens que ce que le petit fait, il doit davantage travailler, mais ce qu'il fait est journalistique. On peut seulement encourager le petit à travailler, à revoir son vocabulaire, qui est parfois beaucoup plus... oui, qui est peut-être aussi exagéré en télévision et tout, travailler certains mots, certaines expressions, mais ce qu'il fait est journalistique. En fait, le débat était au niveau, est-ce que ce que je fais est journalistique ou pas? Maintenant, on peut toujours s'améliorer. Vous êtes des intervieweurs. Quelqu'un vous dira que vous pouvez vous améliorer dans la manière de mener l'interview. Donc, on peut toujours s'améliorer dans la mesure où on avait déjà la base qui exprimait que là, nous sommes dans le journalisme satirique qui existe. Il fallait seulement qu'on améliore la façon de parler, le choix des sujets, le choix des mots pour qu'on ne soit pas trop en phase avec l'éthique et la déontologie. Mais jusqu'à là, la question n'a pas toujours été répondue. Reposez là. Est-ce qu'il y a des épisodes dont vous héritez d'avoir réalisé dans le grand reportage? Il y a des commentaires, des billets. Je mets ça dans le cadre du genre journalistique qu'on appelle le billet. Donc, il y a des billets que j'ai faits et que j'ai regretté plus tard. Le billet que j'ai, par exemple, fait sur le chef centre des impôts, une dame, à qui j'ai d'ailleurs demandé pardon quand je suis parti de Vision 4. J'estimais que c'était trop violent. Trop fort. Parce que vous savez, le problème avec le billet journalistique, c'est qu'il vous tourne en bourrique. Il est caricatural. Chef centre des impôts, c'était la polémique avec votre ancien patron. Avec l'affaire, voilà. Donc, le billet journalistique, il est caricatural.
C'est-à-dire qu'on utilise la caricature, on utilise le sarcasme et la satire. Et donc, quand vous mélangez tout cela, ça fait vraiment mal pour quelqu'un qui n'est pas habitué avec ce genre journalistique, ou alors ce style, plutôt, puisqu'on parle de la satire, ce style journalistique. Et puis, j'utilisais donc le biais genre journalistique pour décrire, pour faire mes commentaires. Et ce commentaire-là, je l'ai regretté. J'ai demandé pardon à la dame, à sa famille. J'en ai également présenté mes excuses à J. Rémy Ngono. Oui, parce que je crois qu'il était ma première victime. Je vais présenter mes excuses. À Valsero aussi. Malgré tout ce qui se passe, j'ai estimé que c'était trop violent. On n'avait pas besoin d'aller jusque-là. Donc, à eux, à un grand frère qu'on appelle aussi dans le journalisme, le directeur de publication du journal Le Jour, Aman Mana. Voilà. Donc, à toutes ces personnes-là, je vais estimer que... À votre ancien patron aussi, vous avez tiré sur lui? Non, je n'ai pas tiré mon... En fait, j'ai été victime de ce que je faisais. Lors de son arrestation... J'ai été victime de ce que je faisais lors de son arrestation. Et il y a eu Zumento, dont vous parlez tout à l'heure, justement, c'est lui. Il a coupé mes reportages. Il a collé les anciens. Donc, il prenait à gauche et à droite pour dire donc que, bon, voilà, l'homme que tu as fabriqué, voici donc ce qu'il peut faire contre toi, en fait. Donc, c'était une parodie. Qu'est-ce que je faisais? Donc, c'était des demi reportages qu'on prenait un peu partout. On a arrangé, et ils ont laissé croire que c'était moi. Le reportage sur Jean-Pierre Rémy Ngono, J. Rémy Ngono, est-ce que vous n'avez pas été payé pour ça? Je travaillais à Vision 4. J'étais salarié à Vision 4. Mon travail... L'ordre venait du haut? Non. J'ai dit que mon travail... Je n'ai pas dit que l'ordre venait du haut. J'ai dit que mon travail était de chercher des sujets et de les produire. C'est mon boulot. On ne peut pas être payé pour un travail dont on a déjà un contrat de travail et vous êtes payé à la fin du mois. Mon boulot, c'était de trouver des sujets. Et moi, j'ai trouvé des sujets qui fâchent. Et J. Rémy Ngono, à cette période-là, c'était quelqu'un qui tirait sur vous, tapait sec sur nous, sur notre chaîne, sur notre patron et sur les personnalités de la République. Et donc, moi, je suis venu à la rédaction le matin, j'ai dit que, mais, on peut faire un biais sur J. Et comment? Non, c'est dit que non, on peut faire un biais sur lui. J. a vécu au Cameroun, on peut revoir sur son passé. Il y a forcément quelques casseroles qu'on peut trouver. Voilà, ça n'a pas été une commande, c'était des sujets que je proposais. D'ailleurs, j'ai proposé beaucoup d'autres sujets comme ça que la rédaction a refusé. Mais pour le cas de Rémy Ngono, il nous tapait vraiment dessus en cette période-là. Là encore, je voudrais revenir sur le contexte. Et j'avais proposé le sujet, il a été validé. Et même la méthode de mener le sujet, c'est moi qui l'ai proposé. Ça aurait pu être un commentaire, mais j'ai choisi cette méthode. Est-ce que les témoignages dans ce reportage sont exacts? Est-ce que les reportages, les témoignages dans le reportage sont exacts? Nous étions dans son village. C'est son village, Fekmimban, Verakono, c'est son village. Ce sont ses oncles? Ce sont ses oncles que vous voyez dans ces reportages. La maman qui parle là, c'est sa tante. Tout ce que les gens... Parce qu'il n'a pas reconnu. Non, c'est le game des réseaux sociaux. C'est le game des réseaux sociaux. Toutes ces personnes qui parlent ont été interrogées dans le village natal de J. Rémy Ngono. L'oncle qui parle, la tante qui parle, sont tous... Mais sauf que la chaussure n'était pas pour lui. La chaussure, il y a une chaussure. Bon, on nous a montré une chaussure. On nous a dit que c'est là où il habitait. Donc on a estimé que c'est sa chaussure. Mais ça que vous dites que c'est sa chaussure. Non, on a dit, non, puisque c'est une chaussure qui était assez jeune, comme lui. Donc, on a estimé que ça ressemblait à J. Donc, on a estimé que c'est sa chaussure. Mais ceux qui parlent dans les témoignages, ce sont ses parents. Raoul, on t'a vu avec ton ancien collègue Blériot Nimek dans une guéguerre où il a estimé qu'il ne faut pas laisser les jeunes parler n'importe comment. Et directement, tu es le seul qui était au devant de la scène pour le décortiquer, ou je vais dire le découper. Est-ce qu'on ne t'a pas envoyé, si je vais dire ça comme ça? D'abord, j'ai essayé de lui dire que c'était maladroit de dire que les jeunes ne doivent pas parler, parce que ceux qui sont allés dans la rue, c'était des jeunes. Parfois, je me demande si on vit dans le même pays. Qui de mieux que vous puisse parler à un jeune avec le langage de la jeunesse? C'est ça le problème. On voit des jeunes dans la rue et on demande aux vieux de venir parler aux jeunes. Mais un jeune comme moi, je peux facilement parler à un jeune qui a mon âge, parce que je comprends ce qu'il vit. Je ressens facilement, je peux adapter mon langage au sien. Et donc, quand un vieux estime que les jeunes sont dans la rue, il estime que ce ne sont pas les jeunes qui doivent parler aux jeunes
de ne pas aller dans la rue, je pense qu'on est hors sujet. Et donc, je lui ai rappelé que c'est lui qui était hors sujet. Ceux qui devaient parler aux jeunes en ce moment-là, c'était des jeunes. Et je faisais partie de ces jeunes. Non, sauf que tu es le seul qui a parlé alors qu'il a indexé. Tu n'étais pas seul dans la guerre, tu étais avec... Oui, parce que chacun a son registre. Oui. Chacun a son Ernest registre. a préféré rester calme. Dans notre trio d'attaque, contre-attaque, Tu es en pointe. dans notre trio de contre-attaque, chacun a son rôle. Ok. Les autres sont Vous avez parlé de mes reportages tout à l'heure. Je suis connu pour être quelqu'un qui est bellique. qui tape sec. Voilà. Et donc, dans ce registre-là, de nous trois, c'est moi qui peux facilement faire le job. Et donc, il fallait quelqu'un pour lui rappeler qu'il n'a jamais été, comme quelqu'un disait, un grand joueur. Est-ce que c'était la peine alors de repartir sur ces mauvais souvenirs? Mais vous allez rappeler, il faut rappeler à quelqu'un d'où il vient. N'oubliez jamais d'où vous venez. Vous savez, quand vous vous présentez comme un moraliste, suprémaciste, vous êtes le parent de la morale publique, il faut faire attention. Quand vous avez quelques cadavres dans le placard, soyez modeste. Dans la manière dans laquelle vous distribuez les cartons, vous estimez que tel n'a pas suffisamment une probité morale pour parler de telle ou telle chose. Quand on sait que les gens ont vos... Est-ce que l'affaire de Liebima, est-ce que c'était vrai? Je vous invite à aller enquêter sur cette affaire. Si j'avais dit quelque chose, si j'avais fait de la diffamation, il m'aurait porté plainte. Et je l'avais dit dans ma vidéo, que si ce que je dis, c'est de la diffamation, porte plainte. Bon, est-ce qu'après ça, vous êtes arrangé ou c'est la même position? Non, on n'a pas d'abord de problème. On n'en avait pas avant. Simplement, j'avais estimé qu'on ne peut pas être dans... Vous savez, si vous ne faites pas partie du combat, restez en marge de cela. C'est ce que j'avais dit aux blogueurs. Nous avions en face de nous nos alter ego, les lanceurs d'alerte. C'est eux qui étaient nos alter ego. Tous ceux qui venaient nous donner des petits coups derrière, là, j'estimais que ce sont des lâches. Oui. Et lorsque je repérais donc quelqu'un, je finissais avec toi. C'est ça. Donc, j'ai repéré Niemek qui venait donner des coups derrière. J'ai dit que, ah bon? Ok. Et puis, j'ai foncé sur lui. Lui rappelant que tu ne faisais pas partie du combat. On a identifié, vous étiez tous sur les réseaux sociaux, on a identifié tous ceux qui faisaient partie du combat. Les 3 lanceurs d'alerte contre nous, anciens de Vision 4. Les 3 mousquetaires. Oui, comme on nous a surnommés. Et donc, j'estimais que tous ceux qui ne font pas partie du game, qui ne font pas partie de l'ère des jeux, ne doivent pas toucher le ballon. Donc, tous ceux qui touchaient le ballon, encore pour marquer contre notre camp, tu sortais du stade, il fallait les tacler. Il fallait les tacler. Ok. Bon, maintenant vu qu'on parle du trio, c'est quoi votre relation exacte avec Bruno Bidjan et Ernest Obama? Fraternelle ou professionnelle? Non, nous sommes des frères. Nous sommes des amis. Je pense que nous nous voyons pratiquement tous les jours. Vous savez, quand vous travaillez ensemble, il peut y avoir des moments de crispation, des moments de frustration. C'est ce qu'on a connu. Et ça fait partie dans tous les milieux professionnels. Donc, ce qui s'est passé dans le passé, où nous travaillions dans la même boîte et qu'il y avait eu des frustrations, il y avait eu des commentaires déplacés, faisait partie du monde professionnel. Au fond, Ernest Obama est notre parrain à tous les deux. C'est Ernest Obama qui a tenu Bruno Bidjan par la main. C'est Ernest Obama qui m'a fait venir à Vision 4. Donc pour nous, c'est le grand frère, c'est l'aîné qui nous a tous réunis. Et c'est pour cela que vous voyez, même quand nous prenons les photos, c'est toujours lui qui est au milieu. C'est le respect qu'on lui doit. C'est le parrain, c'est le grand frère, c'est l'aîné qui a l'expérience, qui a l'expertise et qui surtout a fait bouger les lignes bien avant nous. Donc comme on dit en Côte d'Ivoire, respecter les gens qui ont vécu. Voilà. Donc Ernest, pour nous, c'est quelqu'un qui a vécu. Et donc pour ça, chaque fois qu'on est avec lui, on lui donne le respect qu'il mérite, on lui donne la place qu'il mérite. Et c'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu des désaccords sur un sujet précis? Oui, on a des débats. Par exemple, pendant la crise post-électorale, on ne s'accordait pas tout le temps sur la manière de dire des choses. Pendant la crise post-électorale, on a eu l'impression que c'est là où vous êtes, votre lien s'est encore plus renforcé. Oui. C'est un peu comme votre femme à la maison. Vous pouvez resserrer le lien autour peut-être d'une bonne somme d'argent que vous avez gagnée. Et donc, on va dire que pendant la crise post-électorale, nous n'étions pas au même endroit. Bidjan était de son côté, j'étais de mon côté, Obama était de son côté. Mais il y avait le même job. Mais on a été animés par le même esprit patriotique. Moi, j'étais à Libreville, au Gabon. Bidjan était à Yaoundé, Obama à Yaoundé. Bidjan travaillait encore à cette époque à Vision 4. Ernest Obama est dans ses activités. Moi, je travaille au Gabon.
C'est pour dire que quand nous lançons l'assaut, je suis au Gabon. Est-ce qu'il y avait un groupe WhatsApp qui s'est créé ou alors Non, rien du tout. C'était en l'air, chacun. Je vous dis que nous avons tous été animés par le même esprit patriotique, sentant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas laisser l'espace à un seul récit. Vous voyez, vous suivez l'actualité internationale. Les Européens disent, les Occidentaux disent qu'il ne faut pas laisser la propagande russe se propager partout. C'est pour ça qu'on a coupé les Pushnik, les Russia Today. On a coupé le signal de ces deux chaînes russes en Occident. La Russie a fait de même. Parce que quand vous suivez si vous regardez LCI, quand vous allez en France, vous suivez LCI, vous aurez l'impression que demain on va arrêter Poutine. Justement. Et quand vous suivez Russia Today, vous avez l'impression que demain Poutine va envahir toute l'Europe. Ouais. Donc c'est ça en fait, c'est un problème de récit, c'est un problème de propagande. Et donc les autres avaient une de la propagande pour dire que c'est tel candidat qui a gagné et nous ne pouvions pas laisser cette propagande se perpétrer parce que vous avez vu ce que ça a causé. Il fallait donc donner notre information avec, surtout nous on avait un avantage, c'est que nous avions des preuves qui venaient des institutions. On peut toujours remettre en cause des institutions, mais s'il n'y a pas des institutions, on est dans la jungle. Donc c'est ça qui a fait la différence. Mais est-ce que l'exemple que tu prends concernant l'argent de réconciliation avec la femme, c'était pas ça l'engrenage autour du projet contre Zumanto? Comment j'aurais eu l'argent alors que j'étais à Libreville au Gabon? Non, On fait des transferts. Non, je vous dis qu'au moment, le 12 octobre, j'étais à Libreville au Gabon. L'argent là serait venu me trouver comment à 18h? L'argent, non, je vous ai dit que comment l'argent allait me trouver à Libreville au Gabon à 18h. On ferme les bureaux de vote à 18h. Zuimento et tous ses acolytes avaient déjà publié les résultats où leurs candidats gagnaient largement partout au Cameroun. Bon, on va faire très simple. Est-ce que tu n'as jamais reçu un argent d'un membre du gouvernement? Bien sûr qu'en tant que journaliste de Vision 4, j'ai reçu par mon travail des encouragements des membres du gouvernement. Mais pour ce travail, non. Non, pour le boulot qu'on a fait. C'était le patriotisme. Je vous dis que c'était le patriotisme. Quand vous regardez Ernest Obama, vous regardez Bruno Bidjan, je vais m'enlever. Est-ce que vous regardez ces deux gars? Est-ce que vous pensez qu'ils ont attendu faire ce combat pour pouvoir mettre le carburant dans leur véhicule? Non, mais chacun garde ses intérêts. Oui, aujourd'hui, nous avons des intérêts. Je pense qu'il y a une sortie. Aujourd'hui, oui. Il y a une sortie d'Ernest où il a dit que si c'est pas ce qui va devenir. Si aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, vous avez des intérêts. Aujourd'hui, oui. Nous avons les intérêts à conserver. C'est pourquoi on s'est battu. Nous avons intérêt c'est pour ça que je continue à bagarrer sur Internet. Parce que nous avons intérêt à conserver l'acquis de la paix que nous avons obtenu malgré tous les péripéties qu'on a connues. Aujourd'hui, nous sommes pointés du doigt par certains comme ceux qui ont on va dire quoi, qui ont créé de l'animosité vis-à-vis de certains partisans d'un parti politique. Et nous, ayant réussi avec tous les autres à ramener une sorte de sérénité, à renverser le récit qui était proposé, nous devons aujourd'hui de conserver ce récit-là. Il y va de l'intérêt de nous-mêmes et de ceux qui pensent que nous avons bien fait. Nous n'avons pas la prétention de croire que tout le monde est d'accord. Et ça aussi, c'est ça qui fonde le monde. Il faut bien que les gens qui ne soient pas d'accord et ceux qui le sont. Donc, pour ceux qui sont d'accord, notre rôle aujourd'hui, c'est l'intérêt que nous avons aujourd'hui à préserver cela. Maintenant, si cela nécessite des financements, on va leur demander. Est-ce que, selon toi, tout ce que le gouvernement fait bien? Non. Mais personne ne peut avoir la prétention. Tu n'as jamais parlé. Tu n'as jamais parlé du côté néfaste. Si tu le dis, ça veut dire que tu as oublié que j'ai fait des reportages à Vision 4. Ça veut dire que tu as oublié tous les commentaires. Il y a la personne qui a le plus critiqué l'autoroute dans ce pays, le journaliste qui a le plus critiqué l'autoroute, c'est moi. Mais est-ce que les autoroutes ont été faits? C'est pour vous dire que qui a le plus critiqué l'autoroute, la gestion de l'autoroute, c'est moi. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ce soit Bruno Bidjan qui a été en prison parce qu'il a critiqué le gouvernement, que ce soit Ernest Obama qui a fait des commentaires parce qu'il a critiqué certaines choses qui n'étaient pas faites, que moi-même, nous n'avons jamais prétendu que tout allait bien. Nous disons, revendiquons dans la paix. Parce que si on casse, on perd tous. Si vous brûlez et que quelqu'un d'autre revient au pouvoir, moi j'étais au Soudan, mon frère. Je vous assure que le Soudan, c'est comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est Nyagami partout. J'étais au Congo, à Goma. C'est des endroits qui ne font pas bon vivre. Parce que ça tourne de partout. Les bombes pleuvent comme la pluie. Alors, à partir de ce moment, nous disons aux gars, on peut revendiquer sans casser. On peut revendiquer sans émettre de la violence.
Parce que nous sommes dans un pays de droit. Les gens peuvent revendiquer. La preuve, a-t-on déjà arrêté un seul individu dans ce pays parce qu'il a critiqué Paul Biya en direct dans une chaîne de télévision? Non. Il n'y a personne qui a déjà été arrêté au Cameroun pour avoir dit quelque chose sur Paul Biya. Bruno Bidjan a été arrêté par rapport à quoi? Parce qu'il avait... Sur le carburant. Sur le carburant, il avait critiqué l'attitude des Camerounais sur le carburant. Et donc, Bruno Bidjan, Ernest Obama et moi-même, nous sommes de ceux qui avons déjà dit que tout ne va pas bien. Okay. Mais nous sommes aussi de ceux qui disons que oui, tout ne va pas bien, mais nous n'avons pas le droit de brûler et de casser. Okay. Pour revendiquer. Pour se faire entendre, on n'a pas brûlé et de casser. On n'a pas besoin d'aller casser Bocom, d'aller casser Congel-Cam, d'aller faire... Clair. Parce qu'on veut revendiquer. Ça, c'est clair. Non, c'est ce que nous disions. Okay. Nous n'avons jamais prétendu que tout va bien au Cameroun. Okay. Bien au contraire, nous pensons que les choses doivent s'améliorer. Mais nous disons aussi que ce n'est pas parce qu'on dit que tout va... Nous disons que tout ne va pas aussi mal. Parce que quand quelqu'un déclare 43 ans, Paul Biya n'a rien fait. Vous pouvez vivre sur cette terre pendant 43 ans, vous ne faites rien de bon. Même le bon sens, comme disait René Descartes, la chose la mieux partagée. Et c'est ce que nous disons aux gens. Vous ne pouvez pas déclarer qu'en 43 ans, personne n'a rien fait. Mais allez au Gabon. Les Gabonais vont vous dire sur certaines choses qui sont bien au Cameroun. Allez en Côte d'Ivoire. Allez vivre en Côte d'Ivoire comme j'ai vécu. Allez vivre au Gabon, allez vivre au Togo. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qu'on a au Cameroun. Le taxi commence à partir de 100 francs au Cameroun. Vous ne prendrez jamais un taxi à 100 francs à Libreville au Gabon. Jamais un taxi à Abidjan en Côte d'Ivoire à 100 francs. Même pas à Bouaké. Même pas à Korogo. Même pas à San Pedro. Vous ne prendrez jamais un taxi à 100 francs à Dakar au Sénégal. Donc à partir de 100 francs. Même au Cameroun, c'est pas facile de prendre à 100 francs. Non, vous prenez la moto à 100 francs au Cameroun. C'est pas facile de prendre à 100 francs. Vous prenez la moto à 100 francs, vous vous déplacez. Oui. J'ai dit à partir de 100 francs. Ouais. Si vous partez de votre quartier pour 100 mètres, vous n'allez pas payer plus que 100 francs. Ouais. Si vous êtes plus pressé, vous prenez la moto et ils prennent 100 francs. J'ai pris ce volet des transports qui coûte... Le Cameroun est le pays où le transport coûte le plus moins cher en Afrique. Ça, c'est clair. Le Cameroun est le pays où le transport coûte le plus moins cher. Donc, pour vous dire que il n'y a pas que... Et ça, c'est l'œuvre de Paul Biya. Puisque c'est lui qui est là depuis. Alors, si vous dites que tout va mal, alors que nous avons le transport le moins cher de l'Afrique, je parle en connaissance de cause de quelqu'un qui a été dans plusieurs pays africains et qui a pris le taxi. Parce que je ne m'envolais pas avec mon véhicule pour aller partout là-bas. Qui a pris le taxi et qui a constaté que pour manger à Abidjan, il faut avoir un peu de ressources sur vous. Pour dormir dans un hôtel à Abidjan, il faut avoir un peu de ressources sur vous. Le développement tel qu'on le souhaite là, va aussi avec... Oui, Christophe, mais sauf que le SMIC n'est pas pareil au Cameroun que là-bas. Je pense que c'est équilibré quand même. Au Cameroun, on a à peine à 42 000 francs. Le SMIC en Côte d'Ivoire, on est à plus de 70 000 francs. Et vous croyez que... Ici, nous sommes à 43 000. Et vous croyez que dans une ville où le taxi commence à 500, vous gagnez... Nous restons sur le SMIC. Dans une ville où le taxi commence à 500 et vous avez gagné 70 000, et vous vivez dans une autre où le taxi commence à 100 francs, vous gagnez 45 000. Non, mais sauf qu'on est en train d'aller dans le POSEX, on est quitté de 250 francs à 350 francs. Non, je vous ai dit que le taxi au Cameroun, c'est la négociation entre le client et le chauffeur. Mais c'est réglementé. Mais la négociation officielle commence à 100 francs. Non, ça veut dire que non. C'est réglementé, non? C'est réglementé à 350 francs. Oui, ça c'est le prix. On est en train d'arriver à ce niveau-là. Mais le SMIC ne bouge pas. J'ai dit ceci, lorsque vous prenez le taxi, sans proposer, vous payez 250. Non, ça c'est le thé à terre. Non. Si vous prenez le taxi au Cameroun, sans proposer, si vous stoppez là, Mokolo, et vous ne dites rien, vous devez donner 250 au taximan à votre arrivée. 350. 350 déjà. Peut-être ça fait si longtemps que tu as évolué, pas pris le taxi. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Si ça a évolué, vous devriez débourser 350. Oui. Alors, si vous dites 100 Mokolo, si vous êtes à Etetak, et que le taxi dit prime, à l'arrivée, vous lui donnerez 100 francs. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ça reste une négociation, bien que le prix officiel soit 350. Oui. Si vous fermez votre bouche, même si vous allez à 50 mètres, vous allez payer 350. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Mais nous restons sur des principes. Là-bas, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas. On ne dit pas que j'ai... Non, on monte et on vous dépose au prix officiel. C'est de ça qu'il s'agit. À moins que vous preniez des cargos. Et il en existe aussi ici au Cameroun.